Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Force. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un très bon week-end. Écoutez, donc aujourd'hui, il y a pas mal de choses à dire. Donc on va commencer comme d'habitude par parler du Bitcoin. On va également parler ensuite des projets crypto comme BitChain, où là, forcément, il y a énormément de choses à dire puisqu'il y a euh, l'annonce Renaissance, qui est plutôt une pré-annonce, hein, déjà, je vous cache pas, mais il y a des choses très intéressantes vraiment qui arrivent. On va parler également de Ripple XRP et également de Fetch.ai. Ça va un petit moment, j'en ai pas parlé, mais en tout ce qui est en lien avec l'intelligence artificielle. Et donc là, aujourd'hui, on va vraiment faire le point sur les deux narratifs. Donc ce profil, hein, à l'horizon très prometteur pour ce bull run, c'est le narratif du RWA et le narratif de l'intelligence artificielle. Donc ça tombe bien puisque tous les projets donc là qui sont cités sont en lien avec l'un des deux narratifs. Donc c'est parfait. Mais on va voir vraiment ce qui est en train de se passer là. C'est du lourd sur la scène, on va dire, institutionnelle. On va en parler. Voilà. Ensuite, on part en fin de vidéo, comme d'habitude, des actualités crypto plus générales, mais également économiques. Bon, là, je vous cache pas que nous, pour l'Union européenne, ça va être chaud, hein, ça va être chaud, faut s'accrocher parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, hein, clairement. Les nouvelles tombent, elles sont pas bonnes. Donc voilà, pas de spoiler, on sait déjà, on va dans le mur. Nous, en Union européenne, on est champion. Bref, donc sinon, écoutez, si vous êtes chaud, je vous invite à vous caler tranquillou, et puis c'est parti pour la vidéo. Donc on va commencer par le rapport de Farside Investor, vous savez, sur les ETF, Bitcoin et Spot, et regardez un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a atteint un total de 33,4 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot, tout simplement une énormité, en sachant que la majorité des Bitcoins en fait sont captés par BlackRock et le IBIT de BlackRock, sans surprise. Donc on voit que là, les institutionnels sont en train vraiment de se gaver et que à chaque dip, si je veux dire ça, chaque correction, que font les institutionnels? Eh bien, ils ramassent en masse les bitcoins. Et regardez, cette semaine, ça a vraiment été, vraiment, je vous dis, je crois qu'on n'a pas eu une si belle semaine depuis le lancement des ETF Bitcoin Spot en termes de volume, de capitaux qui sont vraiment arrivés en masse, hein, sur la crypto-monnaie, enfin sur le Bitcoin plutôt. Si vous regardez, on n'a pas un seul jour négatif ou même en dessous des 300 millions de dollars injectés sur le Bitcoin. Voilà, donc c'est vraiment une semaine très très productive là, et c'est pas fini. Pourquoi en plus, je dis vraiment, ça, là on assiste vraiment à un tournant sur même les ETF Bitcoin et crypto. C'est parce que là, j'ai le rapport aussi de Farside Investor sur l'afflux des capitaux sur les ETF Ethereum Spot cette fois. Et regardez, écoutez, ça a été le raz de marée là, cette semaine, puisque sur Ethereum, nous étions, souvenez-vous, il y a un mois encore en négatif. Pour vous dire, on avait des flux sortants sur le marché d'ETF Ethereum Spot. Et là, regardez, on est à 1,4 milliard. Donc, ça y est, hein, pour la première fois depuis le lancement des ETF Ethereum, on a dépassé le milliard de dollars injectés sur ces ETF-là. Donc, on sent bien qu'il se passe également quelque chose sur l'Ethereum et donc sur les altcoins. Ça veut dire que là, on a, je pense, un début d'alt season, hein. On n'est pas encore dans la alt season ni dans le lourd de la alt season. On a un début, je pense, d'alt season qui se profile quand on voit ce qui est en train de se passer, même pour les crypto-monnaies, les altcoins hors Bitcoin, parce que ça y est, les capitaux sont en train de dépasser le Bitcoin pour aller, c'est désormais s'étaler sur les altcoins. Et ça, c'est le propos, hein, même de la alt season. Bon, donc très intéressant, et je vous cache pas que du coup plutôt bullish, hein, plutôt bullish pour le reste du bull run entre décembre et 2025, parce que pour ces raisons-là, parce que là on voit que les capitaux arrivent en masse. Je rappelle au passage, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Tout ce que j'ai dans cette vidéo, c'est à titre informatif, bien évidemment, et vous devez faire vos propres recherches avant de prendre toute action, quelle qu'elle soit. Parce que je n'ai pas de boule de cristal et je n'ai pas la science infuse, vous le savez bien. Bon, allez, je continue, je passe aux articles cette fois. Donc, bien évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler de cette incroyable nouvelle. Donc là, journalducoin.com, un article
Donc ça y est, le 5 décembre, ATH a plus de 100 000 dollars pour le Bitcoin. Il a même fait un record jusqu'à 104 000 dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de ce qui est en train de se passer. C'est que ça y est, hein, le Bitcoin a franchi le cap symbolique des 100 000 dollars et je pense qu'il ira bien plus haut, forcément, euh, pour ce bull run. Je vais expliquer pourquoi. Parce que le bull run est loin d'être terminé et le Bitcoin est déjà à 100 000 dollars. Tout simplement incroyable. Donc on voit qu'il se passe vraiment quelque chose, hein, sur le Bitcoin. Ensuite, je vous remontre un autre article, hop, toujours de journalducoin.com. Donc, Bitcoin en pas de surpasser l'or, point d'interrogation, la prophétie de Bernstein sur l'avenir des réserves de valeur. Donc, effectivement, c'est une question, hein, qu'on peut se poser. Alors, personnellement, je vous donne mon avis également au passage. Quand on peut regarder, hop, ce tweet de Bitcoin Archive à regarder qui montre tout simplement le fait que les ETF, notamment, là c'est uniquement de BlackRock, hein, ont déjà dépassé en fait les ETF en lien sur l'or en seulement un an. Voilà. Ça veut dire que le Bitcoin, les ETF sur le Bitcoin en spot, ont été le meilleur ETF de l'histoire jamais enregistré dans la finance traditionnelle. Pour vous dire un petit peu ce qui est en train de se passer sur Bitcoin, au point que même l'or a été éclipsé par, en termes d'ETF, hein, par le Bitcoin. Voilà, et ça datait déjà du 8 novembre. Mais entre-temps, bien sûr, vous avez vu, les 8 novembre, on a eu en plus un mois extrêmement prometteur là, sur Bitcoin, puisqu'en un mois, il a pris 30 000 dollars. Donc là, en fait, les ETF, Bitcoin et Spot sont en train de pulvériser toutes les classes d'actifs et tous les autres ETF jamais enregistrés sur les marchés de la finance traditionnelle. Voilà. Donc, d'où le petit article, voilà, de Bernstein de journalducoin.com où on se pose la question, où il y a Bernstein qui a fait une prophétie qui fait que le Bitcoin pourrait à l'avenir surpasser l'or. Alors, oui et non, à mon avis, oui et non. C'est-à-dire, oui, il peut surpasser l'or déjà en termes de prix, en termes d'utilité également, puisque faut savoir que l'or, donc c'est la réserve refuge depuis des millénaires, mais le problème de l'or, c'est qu'effectivement, on ne peut pas l'utiliser au quotidien facilement, puisque aujourd'hui, bon, l'or n'est pas numérique, en fait, contrairement au Bitcoin. Et donc, le Bitcoin est bien plus facile, en fait, d'utilisation que l'or. Par contre, l'or, lui, a l'avantage d'être tangible. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde, même s'il est numérique, et de plus en plus numérique, on a besoin quand même, pour les échanges, d'avoir quelque chose de tangible. En tout cas, pour le moment. Donc, je pense que l'or ne sera jamais détrôné en tant que valeur refuge, mais il sera concurrencé par le Bitcoin à terme. Ça, c'est une certitude, c'est clair. Bon. Donc, mais pour vous dire un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est maintenant sur le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans l'ère, voilà, le Bitcoin, c'est un shitcoin où c'est pour les bandits, les criminels, quoi. Alors, vous avez compris que là, on est très très loin maintenant de ce paradigme-là. Bon, donc maintenant, je vais continuer avec un petit donc, article de cryptost.fr, hein, où là on va rigoler un petit peu. Et justement, ce que je vous disais, c'est que là on est dans un changement de paradigme total pour le Bitcoin, puisque là, après avoir critiqué Bitcoin durant 13 ans, le Financial Times fait ses excuses publiquement. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même le délire dans lequel on est. Alors que le FT Alphaville, une branche du Financial Times, a fait preuve de cynisme de longue date envers Bitcoin et les crypto-monnaies, le média a présenté ses excuses publiquement. Est-ce là un signal d'adoption supplémentaire? Eh bien oui, clairement. Voilà. Donc, tout est en train de changer à partir du moment où les institutionnels et les gouvernements sont en train d'adopter Bitcoin en masse. Voilà. Donc, je continue, hein, avec, cette fois, je vais passer à un dernier petit tweet pour Bitcoin et aussi pour faire le point sur où on en est au niveau du bull run. Parce que je pense que c'est ça aussi qui vous intéresse, hein, d'avoir aussi l'avis, enfin, mon avis personnel de où on en est au niveau du bull run. Je vous l'ai dit, on en est au début. Et regardez, là j'ai un tweet de Rect Capital qui fait référence au cycle historique, donc passé du Bitcoin, et regardez, suivant le comportement actuel du Bitcoin, malgré le fait que nous ayons dépassé
les 100 000 $, eh bien, nous sommes en fait au début de la phase parabolique du Bitcoin. Donc, on a commencé hein, la phase parabolique, mais elle est loin d'être terminée. Voilà, comme vous voyez ici. Et d'ailleurs, je fais référence à ma dernière vidéo où je disais que je n'étais pas étonné, suivant le modèle Stock to Flow de plan B, je ne serais pas étonné. Effectivement, suivant si on a bien une réserve stratégique de valeur du Bitcoin qui est mise en place aux États-Unis, suivant ces institutionnels continuent en masse d'acheter ou accélèrent, parce que je pense qu'on peut avoir, avec le FOMO institutionnel, je pense qu'on peut assister à un véritable tsunami de la part des institutionnels qui vont avoir peur de manquer du Bitcoin. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le délire. C'est que le FOMO, cette fois, ne sera pas focalisé sur les investisseurs particuliers ou geeks ou ce que vous voulez, il sera focalisé sur les institutionnels. Et prochainement, ce sera les gouvernements. Là, on est vraiment dans l'étape, hein, vous voyez, crescendo, on a l'écran qui saute au fur et à mesure. C'est que là, on est de plus en plus dans le FOMO institutionnel. Et donc, dans ce cas-là, si on a une accélération des capitaux qui vont arriver dans le Bitcoin, eh bien forcément, on aura une phase parabolique des prix de plus en plus évidente. Et donc, je fais référence à ma prédiction. Alors, je dis bien que c'est mon analyse personnelle, c'est mon opinion personnelle, hein, et je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, hein. Je précise quand même, mais je ne serais pas étonné qu'on atteigne au minimum 200 000 $, voire qu'on puisse atteindre les 500 000 $. Voilà. Donc, au début, j'avais fait une petite prédiction personnelle à 150 000 $. Et quand je vois quand même ce qui se passe, je pense qu'il est possible, suivant donc, par exemple, le comportement de Trump vis-à-vis de la crypto quand il sera en poste, et plein d'autres choses derrière, l'administration Trump également vis-à-vis des cryptos, s'ils sont efficaces, s'ils arrivent à mettre en place rapidement des choses ou non, eh bien on pourra avoir effectivement quelque chose à 200 000 $ ce cycle, jusqu'à 500 000 $. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. On voit que les 100 000 $, on les a fumés hein, en un mois, quoi. Il y a un mois, nous étions encore autour des 60 000 $, voire un peu moins. Donc, imaginez hein, le changement là. Bon, donc je vais continuer. Cette fois, j'ai passé au projet crypto, donc notamment VeChain, hein, comme d'habitude. Donc il y a pas mal de choses à dire sur VeChain, notamment avec un premier tweet, vous voyez, de Mudo. Alors Mudo, c'était quelque chose inconnu au bataillon, hein, je ne connaissais pas du tout, jusqu'à ce qu'il fasse ce tweet en lien avec VeChain. En fait, c'est une entreprise donc du Web3 qui est spécialisée dans tout ce qui est les tests apparemment génétiques. Donc, vous voyez, ils sont en lien avec l'ADN. Et donc, ils mettent donc découvrir et améliorer votre âge biologique avec les premiers tests épigénétiques. Donc, ce serait pour connaître en fait vos antécédents en termes, vous savez, des tests génétiques, hein, voir un petit peu vos sources ethniques. Voilà, apparemment. Donc, tout ça backup par la blockchain et surtout par VeChain, parce qu'ils ont choisi visiblement d'intégrer la blockchain VeChain et l'écosystème VeChain pour mettre en place leur service. Voilà, donc ils annoncent ce partenariat avec beaucoup d'enthousiasme et on ne peut que les comprendre, bien évidemment. Donc pour vous dire déjà que VeChain commence à vraiment attirer de plus en plus d'entreprises, hein, même en termes d'utilisation là-dessus pour les données et la traçabilité. Bon, je continue donc toujours avec VeChain. Donc là, on va passer à un autre tweet de VeChain, cette fois directement de la fondation, où ils sont ravis hein, de partager leur nouvelle mascotte, entre guillemets, ce qu'ils appellent une nouvelle mascotte, de la plateforme VBetterDAO, parce qu'ils introduisent le B3MO. Donc B3MO sera la nouvelle mascotte, et surtout, retenez bien ce que je vous dis, la future intelligence artificielle, en fait le futur assistant robotique, enfin, en lien avec l'intelligence artificielle. Voilà. Donc c'est cette petite mascotte là. Et donc là on voit ça a l'air de rien, hein. Franchement ça a l'air de rien tout ça, mais c'est une énormité parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que VeChain est en train petit à petit d'intégrer le narratif de l'IA, chose qu'il n'avait encore jamais fait au préalable, hein, parce que je rappelle que VeChain se spécialise dans le narratif RWA, ou même dans le Internet of Things ou le DePIN, mais ils étaient très loin d'avoir un lien avec l'intelligence artificielle. Or, désormais, ils commencent, on voit, alors c'est léger, hein, là ce sera un assistant, ce sera pas voilà,
Mais je rappelle que le narratif actuel de l'intelligence artificielle, hein, il est basé sur les agents autonomes. Voilà. Et dans les agents autonomes, vous avez également des assistants autonomes. Donc, ah, faut un délire quand même, parce que si VeChain commence à se lancer là-dedans, mais là c'est la fin des haricots, là. Enfin, c'est dans le bon sens, hein, bien évidemment. Là, ils vont exploser tout sur leur passage. Bref. Donc déjà, première chose, j'accompagne donc cette nouvelle par, donc vous voyez, je vous informe, donc il y a un petit article hein, qui est sorti pour venir annoncer tout ça, où ils ont expliqué que voilà, ils ont en fait upgradé, donc ils ont mis à jour les NFT sur la plateforme VBetter DAO, et donc aujourd'hui qui ont une effigie, comme vous avez, ça ressemble à ça, qui ont l'effigie suivant le grade que vous avez de la mascotte. Donc je crois que le tout premier grade, c'est cette image-là de la mascotte, qui pour l'instant est une simple image hein, du NFT. Voilà. Et suivant les grades de NFT que vous avez, eh bien vous avez un multiplicateur qui est mis en place à chaque fois que vous gagnez du B3TR ou du VOT3. Voilà, donc plus vous avez un NFT qui est de haut niveau, entre guillemets, avec la mascotte là, B3MO, et plus vous avez, votre multiplicateur pour gagner du B3TR est important, en fait. Et donc pour augmenter, pour votre question, pour augmenter votre grade de NFT, entre guillemets, eh bien vous devez brûler du B3TR. Donc je crois que c'est 10 000 B3TR pour passer du niveau 1 au niveau 2 déjà actuellement. Voilà. Et donc après, il parle bien évidemment de la délégation des normes, on va en parler après, parce que bien évidemment, la nouvelle la plus importante là, de la semaine, c'est tout simplement l'annonce de la renaissance de l'écosystème VeChain Tor. Donc, il faut savoir que là, on a parlé des mises à jour sur la plateforme VBetterDAO avec la mascotte B3MO et l'arrivée de l'intelligence artificielle sur cette plateforme-là. Mais le plus important, c'est ça, vous voyez, c'est cet article écrit par la fondation VeChain, Renaissance, qui fait plus office au final d'un pré-annoncement qu'un véritable annoncement, qu'une véritable roadmap. Il n'y a pas vraiment de roadmap, il parle plutôt d'un... Je dirais plutôt que c'est un prologue, entre guillemets, de ce qu'ils vont faire en 2025, du moins ce qu'ils veulent faire. Donc, ils parlent vraiment, vous voyez, de la renaissance de VeChain, puisque en 2025, leur objectif, c'est vraiment de se focaliser déjà sur, dans le premier temps, sur la tokenomics du VeChain et surtout du VTHO. Donc, vous voyez, ils parlent de vouloir mettre en place un nouveau consensus au niveau des mécanismes de l'écosystème de VeChain. Ils parlent de vouloir modifier la tokenomics du VTHO. Tout cela, donc, quand ils disent modifier la tokenomics du VTHO, si j'ai bien compris, c'est surtout de aligner, vous voyez, c'est écrit ici, tout ce qui est en lien avec le modèle de distribution du VTHO. Et donc, apparemment, ils voudraient mettre en place un système dynamique de distribution des VTHO et de plus se baser uniquement sur un VeChain égale tel nombre de VTHO. J'ai plus le nombre exact en tête de VTHO par jour gagné grâce au VeChain, à un VeChain. Bon, donc visiblement, il voudrait revoir un petit peu de ça. Donc bien sûr, on n'a pas de détails, hein. Je vous dis, c'est vraiment un prologue, c'est un pré-annoncement de l'annoncement, hein, entre guillemets. Ça, c'est, je crois que VeChain sont spécialisés au niveau communication là-dedans pour en décevoir, entre guillemets. Voilà. Donc là encore, ils n'avaient pas mis de compte à rebours, donc déjà, c'est pas mal. Mais quand même, ils auraient pu faire mieux, hein. Je vous le dis clairement ce que j'en pense personnellement, mais malgré tout, je trouve que c'est très positif ce qu'ils ont fait en termes de pré-annoncement. Voilà. Donc ils veulent également revoir leur modèle de staking et créer carrément des fonds alloués dédiés aux développeurs. Pourquoi pas? Donc là on entre dans le dur du sujet. Ils veulent également, alors ça a l'air de rien comme ça, mais vous allez vous comprendre pourquoi c'est très important. Ils veulent mettre en place donc une amélioration et une compatibilité cross-chain avec VeChain grâce à l'Ethereum Virtual Machine, donc EVM, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place quelque part des fonctionnalités cross-chain pour le VeChain pour que les utilisateurs puissent utiliser VeChain en même temps qu'Ethereum, etc. très facilement. Vous voyez? Donc là, on est dans une vision d'adoption de masse déjà. Pourquoi c'est important? Ensuite, là aussi très important, le JSON RPC, donc c'est un langage en fait informatique entre guillemets, qui est quasiment universel, hein, du moins dans la blockchain. Donc, il va mettre un support pour ce langage-là
ils veulent débloquer l'interopérabilité également pour les outils incluant, en fait, incluant les wallets, quelque part, des ponts et également des choses pour simplifier l'utilisation des applications sur VeChain et surtout dans un milieu cross-chain. Évidemment, là aussi, il vise l'adoption de masse. Et également, ça pour les développeurs, donc les outils pour l'intégration des dApps pour les développeurs, également pour les entreprises et les institutions. Voilà, on les voit venir, la VeChain, clairement. Donc là, il parle également de mettre en place donc, des frais de transaction, des frais de gaz dynamiques. Voilà. Suivant, alors après, là, je ne m'y connais pas assez. Il parle de l'EIP 1559. Bon, je laisse peut-être des gens qui connaissent mieux cette partie-là au niveau technique, développeurs ou autres, développer là-dessus s'ils veulent. En commentaire, pourquoi pas si vous voyez la vidéo. Donc du coup, l'objectif serait de sécuriser bien mieux le réseau, de combattre donc tout ce qui est la congestion des réseaux. Mais après, VeChain je crois, enfin, TDBT n'a jamais été congestionné, déjà à la base. Mais il veut encore améliorer cet aspect-là au niveau de l'expérience utilisateur. Et donc, il précise que donc là, je vous dis bien, c'est un pré-annoncement, hein. Là, il y a vraiment les grandes lignes. Et encore, je ne suis pas sûr qu'ils aient tout mis au niveau des grandes lignes. Bon. Donc, ils disent que dans les prochaines semaines, ils vont publier donc, la roadmap détaillée, voilà, avec leur vision sur 3 phases qu'ils nomment Galactica, Hayabusa et Interstellar. En gros, ils sont partis en vrille, hein, au niveau des noms, c'est clair. Mais donc du coup 2025, je sais pas si c'est uniquement sur 2025, peut-être ça va être étalé sur plusieurs années, cette nouvelle renaissance. Mais en tout cas, voilà, il y aura 3 phases dans le temps pour développer la renaissance de VeChain, comme ils le disent. Donc maintenant, très intéressant, ils disent pourquoi maintenant. Donc je note moi la première chose, c'est que si j'ai bien compris, en fait déjà ils font référence à la communauté VeChain qui demande donc justement qui demande depuis longtemps de retravailler quelque part le modèle de tokenomics du VTHO. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils mettent en place d'après la communauté, d'après les propriétaires des nœuds au sein de VeChain. Ils veulent donc également, là on note très important, se mettre en conformité par rapport à la loi européenne, donc c'est-à-dire la nouvelle loi MiCA qui est sortie en 2024. Et donc, ils veulent faire partie des meilleures blockchains au monde, hein, avec des conformités réglementaires au poil, voilà, clairement. Et ils veulent délivrer ouais, des outils, ils veulent innover en fait avec les outils blockchain et créer des choses que les autres blockchains n'ont pas quelque part. Voilà. Je vous dis je vous fais le gros hein, du sujet. Donc, les objectifs, là, ils reviennent sur les objectifs de la renaissance de VeChain. Donc, c'est une tokenomics réinventée, réimaginée, comme ils l'appellent ici, qui va se traduire par un nouveau modèle de tokenomics. Donc là, ils précisent un peu plus, vous voyez, c'est intéressant. Ils vont mettre des opportunités pour les nouveaux validateurs. Donc, au niveau des X-nodes, parce que vous savez que au sein de l'écosystème VeChain, vous avez les nœuds, donc qui sont plusieurs dénominations en termes de, ça dépend de combien vous stakez quelque part, combien vous allouez de VeChain dans ces nœuds-là. Donc je crois que les principaux nœuds validateurs, les plus abordables entre guillemets en termes de nombre de VeChain, c'est les economic nodes, pour bien son nom, et le X-node. Et bien suivant, voilà, si vous avez des nœuds ou pas, eh bien vous gagnerez apparemment des VTHO hein, en plus du moins de façon modifiée par rapport à aujourd'hui, pour sécuriser le réseau, en fait. Vous serez récompensé. Ensuite, il y aura une meilleure décentralisation. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'un des points faibles de l'écosystème de VeChain aujourd'hui, c'est que même s'il y a des nœuds validateurs, il faut savoir qu'il faut 101 nœuds validateurs. Donc ok, c'est quand même décentralisé, mais bon, vous avez 101 entités qui peuvent malgré tout s'accorder entre elles. Imaginons le pire des scénarios, hein, c'est peu probable, hein, mais quand même, pour pouvoir prendre le contrôle de l'écosystème VeChain. Mais après, ces nœuds-là sont, malgré tout, je rappelle, anonymes et ne peuvent pas communiquer entre eux. Mais soyons fous, imaginons le pire du pire. Effectivement, améliorer la décentralisation, je pense que c'est une bonne chose pour VeChain. Bon.
Voilà. Et c'est ce qu'ils ont visiblement envie de faire, parce qu'ils veulent mettre plus de pouvoir dans les mains des membres de la communauté comme ils le mettent ici, et s'aligner de façon encore plus poussée avec les obligations réglementaires. Donc là, il faut encore référence, je pense, à la loi MICA, et peut-être pas, pourquoi pas, à la future loi aux États-Unis, qui sera pro-crypto, on l'espère. Bon, et enfin, voilà, modifier le modèle tokenomics du VTHO, comme je vous l'ai déjà dit au préalable. Donc, ils vont améliorer le staking, rendre les choses plus sécurisées et apporter de nouvelles opportunités pour les constructeurs et pour les développeurs qui supportent les chaînes. Et là, attention, regardez chaud devant, ils font le lien avec la plateforme VBetterDAO qui parle de l'expansion de VBetterDAO. Donc on va avoir un lien direct, alors on l'a déjà, hein, le lien direct entre la plateforme VBetterDAO et VeChain, enfin VTHO plutôt, mais là ils vont apparemment vraiment renforcer ce lien, et ça ne peut être que positif parce que plus la plateforme VBetterDAO va grossir, et c'est bien parti pour être le cas, hein, clairement, et plus ça va bénéficier au VTHO et donc au VeChain. Cool, hein, on peut pas dire autrement. Voilà. Et après, pour le reste, donc il repasse sur le JSON RPC, vous voyez, hein. Et donc il reparle là-dessus de tout ça, mais je vous l'ai déjà dit dans les grandes lignes ce que c'était, on va pas vraiment m'attarder là-dessus. Mais donc en fait, le but final de tout ça, eh bien, c'est d'attirer simplement le plus d'entreprises, le plus d'institutionnels, et de favoriser l'adoption de masse du VeChain, tout simplement. Donc on est bien parti pour. Je vous dis, je ne vous cache pas, personnellement, je trouve que c'est très bullish parce que de toute façon, VeChain, comme je l'ai dit hein, déjà avant, c'est un projet avec des fondamentaux extrêmement solides, que ce soit avec cette annonce ou pas, peu importe. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, là, il a explosé de 200%, là, je crois, sur le mois, voire même plus, dans le cadre du narratif RWA. Donc déjà, en plus, là, 2025 va être chaud, puisqu'ils vont mettre en plus un aspect de renaissance, ils vont améliorer l'écosystème du VeChain. Bon, donc maintenant, je vais passer, justement, je vais prendre un petit dézoom là, un petit dézoom au niveau macroéconomique, on va passer à tout ce qui est RWA. Là, je vais me focaliser sur le narratif RWA, parce qu'il y a une nouvelle très intéressante, et pourquoi, je vais vous dire pourquoi je pense que là, ce cycle, ou au plus tard, le prochain cycle, va vraiment être une explosion nucléaire pour la tokenisation des actifs. Déjà, je voyais sur CoinMarketCap, et vous voyez, on a les principaux jetons classés par capitalisation boursière dans la catégorie Real World Asset. Et là, vous avez regardé, donc en premier lieu, vous avez Avalanche, qui est classé en termes de capitalisation boursière là, dans cette catégorie-là. Vous avez ensuite Chainlink, et en troisième position, vous avez VeChain. Vous voyez, on ne s'est pas trompé. Je vous dis bravo, hein, les amis, parce que quand j'ai commencé ma chaîne, je crois que c'était en 2022, il y a 2 ans, je parlais déjà du VeChain, mais on ne savait pas encore que VeChain était vraiment catégorisé dans le RWA à l'époque, pour vous dire. Mais on voit vraiment que là, les fondamentaux, ça c'est vraiment le narratif de l'utilité. Et VeChain étant utile, il n'est pas étonnant justement qu'il rentre dans les catégories les plus puissantes maintenant aujourd'hui du moment. Là, je vous félicite, hein, bravo pour tous ceux qui ont tenu le bon, parce que c'est vrai que VeChain et même XRP, après on va en parler, hein, ont eu des bear markets vraiment horribles en termes de prix, et donc avec des frustrations vraiment très importantes de la part des investisseurs hein, pendant plusieurs années. Donc si vous avez tenu jusque-là, je vous dis bravo, et je vais plus loin, je veux dire, et je pense que c'est très loin d'être fini le côté positif de l'augmentation des prix. Alors là, je répète, c'est mon opinion, hein. C'est en aucun cas un conseil d'investissement ou autre. Je ne fais que vous donner mon opinion hein, actuellement. Je précise que je ne suis pas un conseiller financier. Et donc, voilà, je vous dis, voilà, VeChain est classé quand même en troisième position. Et je voulais aussi vous parler de Ondo. J'en profite ici et j'ai pas eu le temps de faire. Je voulais faire une vidéo sur Ondo, mais vraiment, les amis, je suis désolé, j'ai pas le temps de faire des vidéos. Je fais une vidéo d'actualité crypto parce que je peux les dimanches, mais après le reste du temps, je n'ai pas le temps. Donc pourquoi pas en fin d'année, si j'ai à débloquer un peu de temps là en décembre. Mais vraiment, je vous promets rien. Mais c'est quelque chose vraiment que j'aimerais faire parce que le Ondo, c'est un des projets, je pense, dans le narrative RWA qui va littéralement tout exploser sur son passage également.
Plus peut-être que VeChain encore, pour vous dire. Mais je pense que VeChain et Ondo, voilà, sont pour moi les deux meilleurs projets en termes de RWA, mais un peu différemment. Parce que Ondo, lui, est focalisé sur vraiment le RWA, la tokenisation d'actifs. Il y a déjà des partenariats extrêmement puissants avec notamment même BlackRock, hein, faut savoir. VeChain, lui, il est sur le RWA, mais quand même sur d'autres narratifs comme l'Internet of Things, est en train même de s'intéresser à l'IA, on l'a vu, très légèrement, mais ils vont peut-être sûrement se focaliser en plus là-dessus. Et il y a également le Depin, VeChain, très intéressant. Bon, bref. Pourquoi je parle de Ondo? Tout simplement pour cette actualité-là, que je vous passe juste après. Donc vous voyez ici, vous avez en fait un tweet donc de Ondo Finance, hein, donc du projet que je vous ai cité là, qui est inscrit dans le secteur donc, narratif RWA. Et donc, ils ont une nouvelle, juste là, ils font référence à un article de Bloomberg. Donc, je vous l'ai traduit en anglais avec ChatGPT parce que faut vraiment que ce soit précis là. Parce que c'est une nouvelle très très importante, vous allez voir pourquoi. Vous voyez, je vous ai traduit sur ChatGPT, hein, je ne suis pas allé loin, hein, ChatGPT, je traduis en français. Regardez, donc la récente recommandation du comité consultatif sur les marchés mondiaux de la CFTC auprès de la Commission rapporte, ils disent rapproche, mais ça rapporte que les bons du Trésor américain tokenisés, en fait, représenteraient une révolution dans le marché des dérivés de plus de 300 000 milliards de dollars. Je répète, 300 000 milliards de dollars. En fait, c'est 300 trillions de dollars à 300 000 milliards de dollars. C'est ce qui est en train de... Là, vous voyez, on a le barrage. Donc, on a le tsunami d'argent là qui est bloqué par le barrage pour l'instant réglementaire. Hein, c'est ça. Mais dès que ce barrage-là va s'enlever, ce sera un véritable... Ce sera même plus un tsunami hein, d'argent. Ce sera la météorite, je sais pas comment dire, mais la météorite d'argent va s'abattre sur le secteur du RWA crypto. Simplement, puisque c'est la tokenisation des actifs. La tokenisation des actifs, il n'y a qu'un seul secteur au monde, c'est la crypto-monnaie, la blockchain qui le possède. C'est le principe même de la blockchain. Donc voilà. Donc je continue. Si la commission vote pour faire cette recommandation une politique officielle, certains actifs tokenisés deviendront éligibles comme garantie pour le trading de dérivés. Cela marquera le début d'une nouvelle ère pour l'utilisation des bons du trésor américain tokenisés et des fonds monétaires MMF, offrant une option de garantie plus efficace en termes de capital pour les institutions. En tant que leader dans cette catégorie, bon, blablabla, parce que là, Ondo après prêche sa paroisse, hein, et ils ont raison, parce qu'ils sont très bien positionnés pour ça. Donc avec plus de 650 millions de dollars de valeur totale débloquée, donc TVL, hein, Ondo se réjouit de voir une évolution aussi positive du cadre réglementaire. Nous attendons avec impatience la poursuite de l'expansion des cas d'utilisation institutionnelle pour nos principaux actifs réels tokenisés RWA. Donc vous avez compris que là, cette catégorie-là, RWA, je pense, je vous le redis, hein, que personnellement c'est le LE en majuscule narratif. Si c'est pas de ce cycle-là, ce sera le cycle d'après, donc dans 4 ans. Mais ce cycle-là va quand même, au moins sur la théorie, bénéficier de l'explosion de ces nouvelles-là. Donc, je vous répète, hein, vous avez Avalanche, vous avez Chainlink, vous avez VeChain. VeChain très très bien positionné, on l'a vu pourquoi je vous ai expliqué. Et VeChain pour moi c'est un des meilleurs projets crypto, même toute l'industrie crypto, hein, voilà. Mantra et Ondo, bien évidemment Ondo très très bien positionné là-dessus, puisqu'ils ont ils sont déjà repérés par BlackRock. Alors pour le meilleur et pour le pire, hein, je ne rentre pas dans la moralité des choses, hein, vous le savez. C'est le cheval de Troie, BlackRock, bien évidemment, hein, dans l'aspect décentralisation de la blockchain. Mais voilà. Bon. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous balance les infos. Et après, voilà. Mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est très intéressant quand même ce qui est en train de se passer en termes d'opportunités comme ça sur les narratifs. Ensuite, allez, on continue. J'ai passé sur XRP et Ripple. Donc là aussi, hein, il y a beaucoup de choses à dire. Très intéressantes. Donc, notamment avec un tweet de Arcax, comme vous pouvez voir ici. Alors, Arcax, hein, je rappelle, c'est quoi? C'est la première, c'est marqué ici,
c'est la première plateforme exchange, donc RWA, dédiée à la tokenisation des actifs RWA des Royaumes-Unis. Et donc, que dit Arcax? Arcax dit qu'en collaboration avec Ripple et le XRP, eh bien, Arcax a lancé donc le premier marché en fait d'argent tokenisé. Ici, en lien avec le XRPL, c'est-à-dire en fait le réseau de Ripple. Donc, il dit cette initiative, voilà, the groundbreaking, hein, donc super initiative, eh bien, apporte en fait l'accès des marchés tokenisés, quelque part de l'argent tokenisé, à d'autres entreprises comme alors là, je ne connais pas du tout cette entreprise-là, mais qui s'appelle ABRDN PLC, et donc avec des fonds de liquidité estimés à 3,8 milliards de dollars. Donc, c'est une première en fait dans la voie pour améliorer donc l'efficacité des opérations financières et l'adoption des institutionnels sur le marché de la tokenisation des actifs du monde réel. Donc quand je vous dis que aujourd'hui, là, on est dans le narratif du RWA, c'est pas pour rien. C'est que là, vous avez vu, on a vu avec VeChain, on a vu avec Ondo, que là, on a 300 000 milliards de dollars qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être balancés dans le marché RWA. Et là, en plus, on a même pour XRP et Ripple, on a encore une fois des choses qui sont en lien avec le RWA. Et là, par contre, sur la finance traditionnelle. Donc, vous constatez qu'en fait, tout ce marché du RWA, qu'est-ce qu'il concerne? Ben, il concerne donc, ok, tous les actifs du monde réel, mais surtout et en premier lieu, les actifs de la finance traditionnelle. Donc, forcément, c'est eux qui détiennent l'argent. Donc, c'est eux qui veulent améliorer leurs opérations financières de chaque instant, quoi. Donc les banques, les institutions, les entreprises, les gouvernements, hein, on a vu, les gouvernements. Donc tous ces gens-là, ils veulent en fait justement améliorer l'efficacité de leurs opérations, les rendre en fait leurs transactions financières transfrontalières à moindre coût et le plus rapidement possible. Ce qui n'est pas le cas du réseau SWIFT bancaire actuel. Donc on est vraiment dans la modernisation des choses là, actuellement, et c'est pour ça que ce narratif est très bien positionné. Donc maintenant, je vous montre un tweet de Ripple, hein, comme vous pouvez voir ici, qui annonce également de leur côté leur partenariat avec Arcax et l'entreprise ABRDN. Drôle de nom, mais bon voilà. Et ils annoncent effectivement que voilà, ils ont le premier marché en fait de tokenisation d'actifs sur le XRP Ledger. Et donc, ils rajoutent quand même, vous voyez, très intéressant, qu'avec une estimation et une projection du marché de la tokenisation des actifs à 16 trillions de dollars, c'est-à-dire 16 000 milliards de dollars, je répète 16 000 milliards de dollars, c'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager en tant qu'être humain tellement il y a de zéros, eh bien, voilà, on est sur la voie, en fait, donc on a une étape clé qui a été débloquée pour économiser des coûts et améliorer en fait le déploiement des infrastructures de marché de capitaux sur le XRP Ledger. Voilà où on en est en fait. Donc c'est pas fini hein, au niveau des bonnes nouvelles pour XRP et Ripple. Je continue. Alors là, je précise qu'il y a eu un événement, apparemment il y a eu beaucoup de spéculation, donc je précise pour revenir un peu les pieds sur terre. Que malgré donc la spéculation, donc ça c'est Ripple hein, qui fait son communiqué du 4 décembre, je précise que ça date du 4 décembre, le RLUSD, donc le stablecoin qui doit être lancé par Ripple, n'a pas été lancé. Et il n'avait pas apparemment il n'y a pas de prévision de lancement le 4 décembre, contrairement à ce que disaient apparemment certains médias américains comme Fox News qui avait déclaré que le 4 décembre il y aura un lancement du RLUSD. C'est faux, il n'y en aurait pas eu. Il n'y en a pas eu, hein, vous l'avez constaté, mais c'est quand même dans les starting blocks, parce qu'ils disent, ils rajoutent, nous sommes en fait en lien, en relation avec la INYDFS, c'est-à-dire le gendarme ou le superviseur quelque part, je sais pas comment dire, mais superviseur de lancement de stablecoin sur le marché là, et donc ils sont quand même en phase finale de validation pour lancer leur RLUSD sur le marché. Donc c'est imminent en fait, clairement. J'en profite du coup dans ce cadre-là pour rappeler, là j'ai un article de journalducoin.com, la relation entre le stablecoin RLUSD et le XRP. Donc on n'a pas encore tous les détails de la relation entre ces deux entités-là, ces deux crypto-monnaies-là.
Mais il faut savoir malgré tout que visiblement il y aura une relation. Et cette relation, ce serait, point conditionnel, le fait que le RLUSD, donc ce stablecoin de Ripple, reprendrait ce backup par du dollar, bien évidemment comme tous les stablecoins comme le Tether, par exemple USD, mais en plus bénéficierait en fait de la puissance du XRP, donc serait en lien avec le XRP directement pour justement bénéficier donc de l'efficacité du XRP en termes de coût de transaction, mais également de la vitesse de transaction. Voilà. Ça voudrait dire que potentiellement, plus le RLUSD, le stablecoin de Ripple serait utilisé, et plus le XRP bénéficierait également en retour de cette utilisation. On n'a pas les détails techniques, c'est ce qui est à peu près si dans les cartons, mais si c'est le cas, ben, je ne vous cache pas que ce serait énorme parce que ça voudrait dire que si le RLUSD, vu que Ripple bénéficie des meilleurs partenariats au monde au niveau institutionnel et au niveau gouvernemental, mais ça voudrait dire que le RLUSD serait propulsé, je ne serais pas étonnant en tout cas, hein, je ne serais pas surpris que le RLUSD détrône même Tether. Voilà. En tant que premier stablecoin au monde, clairement le plus utilisé au monde. Donc si c'est le cas, ça bénéficierait automatiquement au XRP, et donc le XRP eh bien, partirait to the moon. Hein. Bon, clairement, comme il nous a fait une God Candle là, en novembre, eh bien, ça continuerait également peut-être dès le lancement du RLUSD. Donc préparez-vous, là, je vous conditionne, je vous prépare mentalement là à toutes ces nouvelles parce que je pense que le bull run là, va être vraiment stratosphérique. C'est mon opinion, hein. Je rappelle encore, c'est mon opinion, je peux me tromper, mais c'est mon avis. Je pense que là, on est à deux doigts d'avoir quelque chose vraiment de planétaire, clairement planétaire, galactique. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est quand même, les planètes sont alignées. Surtout que quand je dis que les planètes sont alignées, hop, je vais retrouver un petit article, hop, sur XRP toujours, hein, toujours sur XRP, très positif, notamment politique, puisque là j'ai un article de Cointelegraph France, Trump nomme Paul Atkins pour remplacer Gensler à la présidence de la SEC. Or, je rappelle que Paul Atkins, c'était l'ancien commissaire de la SEC, notamment, et donc il a déjà une expérience au sein de la SEC, et en plus, il est pro-crypto. Donc, quand je vous disais la semaine dernière que le procès entre Ripple et la SEC n'a plus lieu d'être, c'est que effectivement, vu que Gary Gensler s'en va donc le 20 janvier 2025 en même temps que l'institut de Donald Trump, eh bien à la place, on va avoir quelqu'un de pro-crypto. Alors, je ne suis pas à sa place, je ne sais pas ce qui va se passer, mais logiquement, une des premières mesures que va prendre Paul Atkins pour l'industrie crypto, ça va être de terminer de rendre caduque le procès en fait de la SEC contre Ripple. Après, on ne sait pas, peut-être on peut avoir une surprise. Enfin, finalement, il maintient la même politique, mais je serais très surpris vu que c'est pas l'objectif et ça correspond pas au profil du bonhomme qui va arriver à la tête de la SEC en 2025. Donc, logiquement, le procès là, Ripple SEC est déjà terminé. Donc, je ne sais pas, vous imaginez quand même le délire là, les planètes. Pour le XRP quand même, qui sont en train de s'aligner les unes après les autres. Voilà. Donc là, il y a juste à tirer une balle sniper et vous traversez toutes les planètes, quoi. Bon, allez, je continue. Donc cette fois, j'ai passé à dernier projet du jour, c'est-à-dire le fait, enfin l'intelligence artificielle. C'est même pas le dernier projet, c'est vraiment le narratif en fait IA que là aussi, je pense que Narrative IA a un gros potentiel, ce bull run. Donc, on voit que là, j'ai un tweet de C4E, donc c'est Chain for Energy, c'est comme ça, c'est le nom de l'entreprise. Donc, je rappelle, un projet blockchain de type Layer 1 spécialisé dans le DePIN, comme vous voyez ici. Et donc, ça y est, ils ont intégré en fait, vous voyez la technologie de Fetch.ai et donc les agents autonomes de Fetch.ai les ont intégrés à leur propre technologie. Et donc eux, qu'est-ce qui est leur intérêt? C'est quoi? Bah, c'est de rendre les choses plus intelligentes, plus efficaces, avec des coûts plus
réduit et grâce tout ça à l'intelligence artificielle. Donc on voit que ça y est, on a de plus en plus des projets, un petit peu, ça rappelle un petit peu Mudode pour VeChain, et bien là c'est la même chose mais pour Fetch.ai. C'est-à-dire que les technologies, les projets utiles sont de plus en plus attractives et de plus en plus utilisées par d'autres projets, d'autres entreprises. Donc là, ça y est, on a des cas concrets en fait d'utilité réelle pour l'intelligence artificielle, pour d'autres projets au sein même de la blockchain. Ça, je trouvais très intéressant quand même à partager là-dessus. Et donc, c'est pas fini, hein. D'autres nouvelles, bien sûr, dans l'intelligence artificielle. On a Nuclei qui rejoint la fondation Fetch.ai, autrement dit, la super intelligence alliance, là. Dans l'intelligence artificielle, vous savez, le regroupement d'entreprises crypto, blockchain au sein de, voilà, de l'écosystème. Et donc, il faut savoir que Nuclei, c'est très intéressant parce que Nuclei, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les données, c'est-à-dire le big data. Et donc, leur spécialité à eux, c'est de recueillir des données, de gérer de manager ce genre de données. Et donc, ils intègrent voilà, la fondation Fetch.ai justement pour mixer quelque part. Et là, ça rappelle le triangle technologique. Ça fait, je crois que on en avait parlé déjà il y a un an ou deux, entre l'intelligence artificielle, la blockchain et les données numériques au final. Donc on a vraiment un triangle qui se complète, quoi, qui s'auto-alimente. Donc on avait pour l'instant, avec la super intelligence alliance, on avait la blockchain et l'intelligence artificielle qui se complétaient. Mais il manquait encore le big data pour avoir vraiment la technologie complète, quoi, le triangle complètement fermé technologique. Et donc là, avec Nuclei, ben ça y est, on arrive à avoir justement un triangle technologique qui va se compléter comme ça. Donc là, on est vraiment à une nouvelle ère. Je pense qu'on ne se rend pas compte en fait de ce qui se passe. Je pense que la majorité, 99,9% des gens ne comprennent pas encore ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Mais on y est, on a un changement total technologique là, clairement. Ce qu'on met avec la blockchain et l'intelligence artificielle, voilà, ça va être un. Je pense qu'on est à l'aube d'un changement. Si vous avez la chance en fait, d'investir maintenant sur ce genre de narratif, donc IA basé sur les agents autonomes de l'intelligence artificielle, plus le narratif RWA, je pense qu'il y a un potentiel aussi fort en fait que l'Internet des années 2000, puisque c'est la révolution en fait d'Internet quelque part que auquel nous sommes en train d'assister, quoi. Rien que ça. Bon, je continue, et pour vous dire, voilà, pour vous dire le narratif IA qui est en train de se focaliser sous nos yeux, là, incroyable. Donc là, j'ai un tweet de la Artificial Super Intelligence Alliance, que je vous disais, qui regroupe notamment donc Fetch.ai, qui regroupe donc Océane, la fondation Océane, et également Agix, vous savez, et également tous les projets annexes, comme le Nuclei du data désormais. Et donc là, qu'annonce donc la Super Intelligence Alliance, elle annonçait clairement tranquillou, voilà, qu'elle lançait Cortex, comme on peut voir ici, donc un modèle d'intelligence artificielle avancée dont l'objectif est de révolutionner l'industrie robotique. Ah, voilà. Avec une estimation d'un impact financier annuel entre 1 milliard et 3 milliards de dollars. Donc l'objectif est d'améliorer l'efficacité, réduire les coûts, accélérer l'innovation à travers des secteurs tels que donc l'industrie, la santé, les hôpitaux et compagnie. Et donc Cortex vise à redéfinir comment les robots interagissent avec le monde. On est vraiment dans le futur en fait là. On est vraiment dans l'avenir. Alors je fais pas de moralité, hein. Je vous dis pas si c'est bien ou pas. Voilà, je vous dis, je balance juste l'info, hein, tel que vous l'avez. Mais ce qui se passe est tout simplement incroyable, hein. Voilà. On ne se rend pas compte. Donc voilà où on en est également pour le narratif de l'intelligence artificielle basée sur la blockchain et la crypto-monnaie. Donc une énormité, quoi. Bon, allez, bon, ce sera tout pour aujourd'hui sur les projets crypto. J'ai passé aux actualités crypto plus générales cette fois, donc notamment avec un article hop, de Cryptost, si mon ordi veut bien marcher, ouais, de cryptost.fr. Donc Thomson Computing se lance dans la conception du premier ordinateur portable Web3 de l'histoire. Donc autant vous dire que là aussi ça commence à dépoter sévère là, en termes technologiques.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est une société française d'informatique basée à Ponto Combo en Seine-et-Marne. Donc, c'est lancé ce défi. Donc, leur objectif, si j'ai bien compris, c'est de créer donc un ordinateur où vous avez toutes les, par exemple, des cold wallets pour pouvoir investir dans la crypto déjà intégrés dans l'ordinateur en mode blockchain un peu, si vous voulez. Et leur objectif, c'est de justement un peu démocratiser quelque part le Web3 également de façon extrêmement efficiente et facile d'accès, quoi. Voilà. Donc ils ont lancé ça en partenariat avec une société américaine, donc on retrouve les États-Unis, et surtout, je commence à préparer les esprits, qu'on va se faire voler, je vous donne Paris, encore une fois, qu'on va se faire voler l'entreprise, encore une fois révolutionnaire, mais voilà, parce qu'il y a une entreprise américaine qui est déjà intéressée pour acheter des parts de la société. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Et comme on a des politiques en carton qui savent pas protéger les intérêts de la France ou qui veulent ne pas les protéger, je pense que c'est plutôt ça, eh bien, il y a de fortes chances que Thomson Computing, à l'avenir, s'il crée quelque chose d'intéressant, eh bien, se fasse racheter par des Américains. Je vous prépare déjà à cette éventualité, parce que là, on parle quand même d'une révolution Web3 non significative. Enfin, significative plutôt. Voilà. Allez, je continue. Autre article, donc toujours sur l'actualité crypto plus générale. Donc là, j'ai un article de Coin Academy. Donc Solana, le NY, donc New York Stock Exchange, Arca et Grayscale déposent une demande pour un ETF Solana Spot. Donc ça y est, on voit que la crypto-monnaie continue son petit train-train, son petit chemin voilà, au sein de la finance traditionnelle. Désormais, c'est Solana qui va peut-être bénéficier justement d'un ETF sur les marchés financiers traditionnels. Bon, je continue. Hop, dernière petite information au niveau de l'actualité crypto générale, parce que je pense qu'on a vraiment euh, j'ai fait le tour là déjà en termes de timing là. Bien, voilà. Donc un article de cointribune.com, 400 millions de portefeuilles crypto actifs selon Chain Analysis. Voilà. Et déjà c'est une énormité. Donc là on a vraiment quelque chose, on a un paradigme qui est en train de s'ouvrir. Donc on a 400 millions de portefeuilles crypto actifs au monde. Bien évidemment, vous l'avez compris, c'est pas concentré sur l'Europe. Je pense que nous, l'Europe, au lieu d'avoir des politiques ou des secteurs éducatifs, journalistiques, qui permettraient de promouvoir la blockchain de façon à bénéficier de ces technologies, ben, c'est l'inverse. On bloque le système, il n'y a pas d'éducation sur la crypto-monnaie. Et pire que ça, on est encore sur des narratifs où la Banque Centrale Européenne nous dit que ben, finalement la crypto c'est encore pour les criminels et pour... et voilà. Donc forcément, donc, du coup on est en train de se faire passer devant là encore, même en termes d'utilisation carrément, par notamment le côté continent asiatique, où eux sont de plus en plus friands de crypto-monnaies, l'Inde également, mais également les États-Unis désormais. Eux ils sont en train d'adopter, parce qu'avec Trump là qui passe... voilà, et qui est pro-crypto, forcément, on va se faire exploser au niveau des cryptos. Et donc, ça veut dire derrière, ben, tout ce qui est le secteur des entreprises, forcément, on sera également en retard. On est déjà, hein, bon, bonne surprise, mais on sera encore plus à l'avenir. Mais en tout cas, pour vous dire que l'adoption massive au niveau mondial des crypto-monnaies est là et que ça rappelle beaucoup, vous savez, Internet, en fait, des années 2000. Voilà. Bon, allez, je continue et cette fois je vais passer aux actualités économiques. Et donc là, bah, bien évidemment, que des mauvaises nouvelles, hein. Ça m'embête de vous dire ça. Donc on a crypto-monnaie que des bonnes nouvelles et actualité économique que des mauvaises nouvelles. Puisque là j'ai un article de Les Échos, donc le Mercosur, donc pourquoi Von der Leyen a décidé de passer en force, elle est passée en force, hein. Eh bien, c'est tout simplement pour faire un petit bras d'honneur à la France, à la Pologne et également aux pays qui étaient contre le Mercosur. Donc ça y est, c'est passé. Donc les agriculteurs, au final, bah, donc, bien sûr, n'ont pas été entendus par l'Union européenne. Là, j'ai envie de vous dire, on s'y attendait tous, hein, évidemment. Mais évidemment, à quoi sert en fait le président français, hein, quand on voit qu'au final, nos intérêts ne sont jamais
euh, respecté ou jamais mis à l'honneur en France. Donc là, on a vraiment, je pense, des questions à se poser en tant que citoyen français sur ce genre d'événements, hein, sur lesquels nous n'avons même plus prise au final. Je vais pas aller plus loin, je vais pas polémiquer là-dessus, mais déjà la nouvelle est quand même très révélatrice sur la perte de souveraineté de la France en fait au final. Ensuite, j'ai un article de latribune.fr, donc budget, donc Bercy en terre inconnue, avec, ah oui, alors là, ça a coupé là, je sais pas ce qui s'est passé, mais avec la nouvelle loi spéciale. Donc là, il y a une loi spéciale, donc je sais pas si vous vous rendez compte sur quand même on en est au niveau économique, au niveau politique, mais c'est en lien avec l'économie, parce que là, faute de budget, Emmanuel Macron a annoncé une loi spéciale pour lever l'impôt et financer les services publics. Alerté par les juristes, Bercy et Matignon planchent actuellement sur les risques que font peser cette arme législative. Donc en fait, on est en train de sombrer dans la dictature. Voilà, c'est-à-dire, je vais aller plus loin, c'est-à-dire que maintenant, on a une personne qui peut décider donc de mettre en place des lois spéciales dans des crises, hein, dans des situations d'urgence. Et donc, voilà, ça y est, on est dictature, quoi. On se marre, hein. On se marre. Voilà où on en est. Donc, qu'est-ce qui va se passer clairement avec effectivement la motion de censure sans surprise, hein, qui a eu lieu, vous en avez parlé la semaine dernière, vous avez déjà fait le scénario. C'est ce qui s'est passé, mais c'était couru d'avance. Donc, motion de censure. Donc, il n'y a pas de budget en fait voté forcément pour 2025. Donc, quelque part, il se base sur le budget de 2024 pour le copier sur 2025. Voilà, c'est ce qui va se passer grosso modo. Après, est-ce que ça va être respecté? Vu que là, en terrain inconnu, comme dit l'article, tout est possible en fait. Donc maintenant, il peut faire, je pense qu'il peut faire ce qu'il veut, le grand Manitou là. Et peut-être que ça lui convient bien mieux. Bon, allez, je continue avec cette fois un autre article, hop, un article de latribune.fr. Donc face à la menace russe, l'UE doit investir 500 milliards sur 10 ans, juge le commissaire européen. Tanks, artillerie, brigades, les capacités actuelles de l'Union européenne sont largement insuffisantes selon le nouveau commissaire à la défense. Donc on n'a pas assez d'argent pour nous, hein. Bon, je crois qu'on a tous compris. On a des dettes, on est en train de se demander si on ne va pas couler. Et par contre, pour l'Ukraine ou pour lutter contre la Russie, on doit investir 500 milliards d'euros. Bien sûr, même en rêve, voilà. Je pense qu'on en est là aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens, ils vivent pas dans le même monde que nous. Je sais pas. On n'a plus d'argent. On n'a plus rien. On est, on est moins bien lotis qu'au final des mendiants, parce que les mendiants ont plus d'argent que nous, au final. Parce que nous sommes dans une dette de 3400 milliards. Ça veut dire que chaque citoyen français est endetté, alors je ne sais plus à combien de dizaines de milliers d'euros, mais s'il faut faire le calcul par rapport au PIB, chaque citoyen est publiquement endetté à mort à cause au final justement des politiques qui en fait utilisent l'argent du contribuable à des fins un petit peu illusoires, hein. C'est le moins qu'on puisse dire si je reste diplomatique dans mes propos. Mais voilà où nous a mené quelque part la guerre Russie-Ukraine, c'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui est plus en train de faire banqueroute aujourd'hui, la France notamment en première ligne de mire, que la Russie, en tout cas, j'ai l'impression, hein. Voilà, ou alors ce sera les deux, mais voilà, quel triste résultat au final quand même. Bon. Et au final, voilà, pour vous dire comme quoi la situation est vraiment catastrophique pour la France. Donc là, j'ai un article de Le Figaro. Censure, Fitch alerte sur le paysage politique français très fragmenté qui fragilise la reprise en main des comptes. Donc Fitch, j'avais parlé la semaine dernière de la dégradation effectivement de la note en AA-, en fait, qui avait été maintenue en AA-, mais qu'ils avaient accordé un temps de répit. Trop bon, ils ont été trop bons, les agences de notation, ils ont accordé un temps de répit. Voilà, et bien ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que là, dans les temps qui viennent, vu que là, même au niveau politique, ça s'est dégradé avec la motion de censure et tout, eh bien, c'est quasiment sûr à 100% que la note de la France va être dégradée de AA- en un simple A. Et là, ça va être, je pense, la première étape de la chute imminente de la France au niveau économique, hein, et donc de la banqueroute même de la France. Donc bien sûr, j'espère pas,
mais je pense que là, on est vraiment très très proche du précipice, puisque dès que la notation de la France, de la dette française, va être abaissée à un simple A, eh bien, de nombreux investisseurs, qu'ils soient internes, enfin nationaux, c'est-à-dire français, eux-mêmes étrangers, ne pourront plus, c'est-à-dire c'est pas qu'ils ne voudront plus, c'est qu'ils ne pourront plus, au niveau légal, investir en France. Donc on va avoir une cessation des investissements à un moment où, au contraire, on a besoin des investissements pour relancer la machine économique française, pour justement ne plus supporter les intérêts de la dette française, ou réduire la dette, par exemple. Voilà où on en est. Donc, je vous cache pas que là, on commence vraiment à voir le mur arriver, et que donc, c'est pour ça que je vous remontre un petit peu par exemple, le cours de l'euro, le cours de l'or, en conclusion. Là, je vais vous remontrer un petit peu tout ça, on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis sur boursorama.com, hein, comme d'habitude, avec le cours de l'euro par rapport au dollar. En spot, là, sur un mois, regardez un petit peu tout dans le rouge, hein. Sur 10 ans, nous sommes toujours à moins 14,17%. Donc ça reste, malgré tout, malgré les baisses conséquentes sur 10 ans. Là, récemment, on voit que l'euro a un petit peu repris du poil de la bête. Un tout petit peu. Sur même 3 mois, je vais mettre sur 3 mois, vous allez voir. Ouais, non, en fait, c'est une catastrophe. J'essaie de trouver la bonne nouvelle, mais là, on voit que sur 6 mois, regardez, l'euro est vraiment en train de se péter la figure, hein, il n'y a pas d'autre mot, par rapport au dollar. Je crois que là, sur 6 mois, en fait, nous avons perdu 3%. L'euro a perdu 3% par rapport au dollar sur 6 mois. Sur 3 mois, moins 4,35%. Ouais, non, donc c'est une catastrophe en fait, ce qui est en train de se passer là pour l'euro par rapport au dollar. Et c'est normal, parce que quand on voit le contexte géopolitique et économique en Europe, on ne peut pas espérer que l'euro prenne de la valeur par rapport au dollar. Et ce sera encore pire quand les investisseurs vont, à cause de la dégradation de la note de AA- en A, simple A, les investisseurs ne pourront plus investir en France. Donc forcément, l'euro et puis la zone Union européenne donc, va être très déstabilisée. Donc l'euro va chuter encore. Bon, j'espère pas, hein, mais c'est logique. Je veux dire, là, c'est que de la logique en fait. Ensuite, le CAC 40. Alors oui, le CAC 40, bonne surprise. Pour l'instant, il encaisse bien donc, la nouvelle au niveau de la France, puisque sur 5 jours, vous voyez, on a plus 3,60, plus 3,82% pour le CAC 40. Donc on dirait qu'en fait, le CAC 40 avait anticipé ces nouvelles de motion de censure. Et donc là, on part quand même à la hausse. Donc, alors après, si je fais le récap, hein, sur un mois, on a plus 1,2%. Et sur 6 mois, nous sommes quand même, nous, la France, au niveau du marché boursier, à moins 5,92% comparé au S&P 500 et au Nikkei qui, eux, sont positifs. Donc, alors que normalement, nous devrions suivre le marché boursier américain, le S&P 500, et donc être, allez, soyons fous, entre 5 et 10% d'augmentation sur le marché boursier, ce qui n'est pas le cas. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un marché, enfin des événements spécifiques à la France, à l'Union européenne, qui font que ça va pas bien au niveau économique, en fait. Et enfin, pour finir, pour conclure la vidéo, le marché de l'or. Donc lui, l'or, vous voyez, il est resté stable, hein. Il est toujours autour des 80 000 euros le kilogramme 24 carats. Donc pour l'instant, il stagne, mais il reste quand même, on va dire, il stagne, mais à des prix records. Donc on voit là aussi que l'or, lui, se maintient à des niveaux extrêmement hauts par rapport à l'euro, donc que l'euro est en train de perdre de la valeur par rapport à l'or, et également que les investisseurs bien, se précipitent toujours sur la monnaie refuge qu'est l'or, parce qu'ils anticipent vraiment un crash, hein, clairement, de l'Union européenne. Voilà, c'est dit. Je pense vraiment on en est là. On a deux doigts d'avoir un crash géopolitique, économique pour l'Union européenne. Et là, on le voit, par exemple, si je mets sur 20 ans, tac, on va voir un petit peu au niveau macroéconomique ce que ça donne. Mais effectivement, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, vous allez voir. On est sur 20 ans, le cours de l'or
a littéralement explosé. Donc depuis janvier 2024, il n'a fait qu'exploser quasiment en ligne droite. C'est du jamais vu. C'est dans l'histoire de l'or. L'or, qu'il nous fasse une montée comme ça de 59 000 euros à 80 000 euros, c'est littéralement du jamais vu. Voilà. C'est dire. Donc ça explique un petit peu. euh, voilà, c'est un indicateur de plus sur la faiblesse économique de l'Union européenne et de l'euro voilà, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Bon, donc ce sera tout, hein, les amis, pour cette actualité crypto-économique du jour. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé pour soutenir donc, la vidéo, soutenir ma chaîne également en vous abonnant. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça, bah, plus on est de fous, hein, mieux c'est, hein, clairement. Et puis sinon, bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires également, à me dire ce que vous en pensez, même si vous avez des informations en plus pour les partager à tout le monde et également moi, je suis preneur, toujours plus. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine et serrez la ceinture parce que je pense que ça va secouer à la fois positivement pour le bull run en crypto, au niveau des investissements, je pense, à mon avis. Et par contre, ça va secouer au niveau économique pour l'euro, l'Union européenne, au niveau géopolitique et politique. Voilà. Enfin, on le voit, on sent venir quand même. Donc, attachez la ceinture. Dans tous les cas, ça va secouer, clairement. Allez,